Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais.
un petit peu de grandiloquence pour l'introduction aujourd'hui, les amis. J'en ai bafouillé, tu vois, j'ai même pas mis le bon écran. Le dictateur Charlie Chaplin, bien évidemment. Là, on est dans le thème. On est pas mal, on est dans le thème. Voilà, petite référence qui fait plaisir en guise d'introduction, qu'on soit bien d'accord. On pouvait difficilement rêver mieux. Ah, j'espère que ça vous a plu, les amis, ce petit moment. Voilà, petite référence Cinoche, parce que je veux dire, bon, voilà, je navigue entre différentes eaux. Il y a ça, il y a camping, il y a des trucs comme ça. Bon, voilà, c'est normal. Mais c'est vrai que là, à la fois, on est dans le thème. Et à la fois, j'ai envie de vous offrir un ascenseur émotionnel parce que on passe de ce discours qui est quand même voilà, l'un des plus beaux du cinéma, euh, cinéma parlant, d'ailleurs, cinéma parlant naissant à ce moment-là, avec Charlie Chaplin. On va passer de ça au discours d'Emmanuel Macron d'aujourd'hui. Donc effectivement, hein, alors c'est vrai, lequel des deux est le plus charlot, ça je ne sais pas, mais voilà, il va y avoir un ascenseur émotionnel, je peux vous dire, voilà. Certains risquent de se faire dans le tanga, hein, comme on dit dans le milieu de la lingerie, mais c'est important quand même, ça va être important de passer par là pour comprendre, hein, voilà, notre président, ça m'embête. Le mot, quand même, commence à prendre un coup dans la tronche, quand même, hein. Ouais, tu vois, sauf le respect qu'on lui doit naturellement, mais tu vois, c'est Brigitte Bardot aujourd'hui, quoi. Elle a été la légende qu'elle est, hein, mais bon, elle a pris un coup de pelle. Voilà. Non, mais faut dire les mots. Au bout d'un moment, on va arrêter de faire semblant. Elle a pris un coup de pelle, et c'est vrai que là, le mot président, c'est un petit peu pareil, quoi. Ah, tu te dis, même François Hollande, je prends, tu vois. Ouais, François Hollande, il y avait un truc quand même. Là, aujourd'hui, bon, on aura compris qu'effectivement, voilà, il y a Gorken19 dans le chat qui dit effectivement Startup Fureur. Peut-être un poil excessif, mais effectivement, le discours, je vous avoue, hein, à pause midi, tu vois, avec Edouard, on se dit tiens, on va se dérouiller les pattes, on va aller promener, cueillir des champignons, si on trouve, je sais pas, bref. Viens, on regarde quand même. Tiens. Ah, on a mis 5 minutes, après je me suis taillé les veines, avec une boîte de chewing-gum, donc le succès n'a pas été au rendez-vous, mais ah, on a essayé, hein, on a essayé, mais c'est vrai que ce discours, enfin discours d'ailleurs, cette prise de parole était bluffante et permet au moins euh, de briser les doutes de ceux qui doutaient encore, tu vois, ceux qui disaient ouais, mais quand même, hein, Emmanuel Macron, vous abusez, hein, quand même, la République, la France, tu vois. Tu regardes l'interview, tu te dis, bon, alors, effectivement, on passera sur les deux journalistes. Alors, j'ai connu des marchepieds qui avaient un petit peu plus d'estime d'eux-mêmes. Euh, Après, bon, tu te dis, au moins, c'est clair, quoi. Non, mais voilà. Emmanuel Macron, il déboule. Quelle est votre erreur de ne pas avoir été compris? Voilà. Terminé, tu vois. Non, mais je veux dire, à côté, Kylian Mbappé, c'est le prix Nobel de la modestie. Donc, au bout d'un moment, t'es bien, quoi. T'es bien. Le mec convoque une prise de parole, tu sais, t'as l'impression qu'il y a quelque chose de très versaillais, tu vois. C'est vraiment le roi veut parler. Il déboule, le journaliste lui dit bon, alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça va, tout va bien. Ah bon? Mais c'est pour vous vouliez parler pour dire que tout va bien. Oui, oui. Pour ça, j'ai fait ça à 13h. D'ailleurs, si on me poussait un peu, je faisais ça à 3h30, tu vois. C'est non, mais il n'en a plus rien à foutre. Les messages sont clairs, hein. Est-ce que je vous mets les séquences? Parce que c'est vrai que certains, ça risque je sens que je vais en énerver quelques-uns. Mais tu prends juste hein, des morceaux de phrases qui ont été retenus par BFM TV notamment. Ils ont bien fait le boulot, tu vois. On va continuer à avancer à marche forcée, point. Hein, sur la question de la réindustrialisation. Et sur cette question d'ailleurs comme sur d'autres, qu'on soit bien d'accord, les messages sont clairs. Enfin, bien évidemment, je respecte les avis de tout le monde et c'est normal, c'est le jeu. Mais au bout d'un moment, tu vois, ce qui se passe me pousse à l'humilité. Je crois que je ne vous l'avais pas raconté ça, mais ça a été l'un des gros sujets de brouille avec mon père. C'était, donc tu vois, le daron au milieu. Donc là, on est quand même sur un gabarit, bon,
Hein. Il y a eu de l'appétit. Il a eu une vie faite d'appétit, effectivement. Et c'était le jour du discours dont tout le monde se rappelle, hein, parce que c'est notre projet. Et on voit ça à la téloche. Et bon, mon père, c'est pas trop sa ligne, hein, progressiste. Voilà. Hein. Une fois, tu sais, il fait pousser des fraises. Et une fois, je lui ai dit, si on mettait des framboises, il m'a dit non, nique ta mère. J'ai dit, ah, bah, papa, quand même. Enfin, parce qu'il y a un lien de cause à effet qui fait que, hein, apparemment, déjà, c'est déjà fait. Sinon, je serais pas là. Enfin, bon, bref, je me suis pas embêté dans des questions physiologiques, mais c'est vrai que j'ai compris que, tu vois, le progrès, c'était pas son truc. Il a gardé les fraises, et puis, bon, bah, tout le monde est content depuis. Et, euh, et il m'a dit, ouais, c'est un dictateur. Tu sais, moi, à ce moment-là, bon, bah, on est quoi? On est en 2016, 2017. Bon, bah, là, c'était il y a 6 ans, donc tu m'enlèves 6 années. On est sur du 22 ans, 21, 22 ans. Donc j'avais encore le côté, j'ai un panneau interdit, un panneau sens interdit sur ma porte de chambre. J'écoute du Nirvana, tu vois. Et je lui dis, ouais, comment tu peux dire ça? T'abuses, hein, l'histoire, quand même, c'est pas un dictateur, t'exagères. Je dis, bon, j'ai pas trop haussé le ton parce que j'ai senti que c'était pas le moment. Et il me dit, bon, déjà, tu vas te calmer, hein, parce que j'ai quand même, voilà, hein, déjà, tu te calmes. Et après, il me dit, est-ce que tu trouves que c'est une réaction normale d'un mec qui était plus ou moins ministre à ce moment-là? Je sais plus s'il était encore en poste ou pas. Et il me dit, ouais, est-ce que tu trouves ça normal qu'un candidat à une élection présidentielle hurle de la sorte et se passe pour un fou? J'ai dit, ouais, mais non, c'est l'histoire, comment tu peux dire dictateur, on est en France. Il me dit, tu verras, tu vas la fermer, ta grande gueule. Et puis bon, le temps est passé, tu vois. Et puis c'est vrai que j'ai déjà fait plusieurs fois mon mea culpa à l'apéro, en lui disant, bon, sur plein d'autres choses, hein, tu restes une pompe à vélo, mais sur ça, quand même, il faut reconnaître que, hein, voilà, j'ai pris le temps m'a donné une taloche, tu vois. Et ça pousse à l'humilité. Après, voilà, est-ce qu'il avait deviné ce qui s'est passé? Il faut pas abuser non plus, hein, je l'aime beaucoup, mais c'est pas milieu, c'est pas non plus Madame Irma, donc faut se détendre, tu vois. Mais c'est vrai que euh, tu te dis, bon, enfin, il y avait des signaux qu'on n'a pas voulu voir, hein, moi le premier, il y avait des signaux que ce monsieur est porté par des élans qui sont euh, peut-être pas les bons, quoi. Et aujourd'hui, bon ben voilà, hein. La France est à feu et à sang, t'as des manifestants qui se font péter la gueule, hein. Promenez-vous sur Twitter, même ceux qui n'aiment pas les réseaux sociaux, hein, vous allez comprendre, les séquences sont de partout. Euh, et Emmanuel Macron te dit, hein, il y a des extraits, tu vois. Voilà, je vous en mets quelques-unes quand même, parce qu'il faut débriefer là-dessus, hein. On n'est pas encore Jean Massier, mais bon, on bricole, tu vois. Je vous le dis, si j'en avais un, c'est de pas réussi à me convaincre sur la nécessité de cette réforme, qui ne me fait pas plaisir, une fois encore. Mais je vis pas de regrets, moi. Je vis de volonté, de ténacité, d'engagement, parce que j'aime notre pays, nos compatriotes. Et donc, je suis à l'œuvre pour pouvoir faire ce qu'on doit faire. Et il y a toujours des moments difficiles qu'il faut assumer, mais pouvoir surtout, jusqu'au bout, les engager toutes et tous pour faire ces transformations. C'est pas des lois, tout ce que je vous ai dit la plupart du temps. C'est de l'engagement collectif, parce qu'on a tous une part à prendre dans l'avenir du pays. Voilà, si vous voulez, alors là, on va se lancer dans une petite analyse, parce que je vais vous, là, je vis ma vie de juste milieu. Qu'est-ce que je lis en ce moment? Enfin, qu'est-ce que j'ai bientôt fini. J'ai fini. La Révolution française. Philippe Pichot-Bravard. Tu vois, parce que c'est une période, j'aime bien réactiver un petit peu les connaissances par moment, parce que c'est pas de celles que je connais le plus. Donc, je me lis ça, tu vois, gentiment. Je suis dans le bus, je fais de mal à personne. Et, euh, et ce qui est intéressant avec ce qui se passe aujourd'hui, si on tente l'analogie, alors qu'on soit bien d'accord, c'est une analogie Jiffy, hein. Nos idées ont du génie. Donc ça, c'est ce qu'on va voir, libre à vous d'en juger. Mais euh, ce qui se passe aujourd'hui, euh, on le voit à ce discours, hein. Je vous laisse le regarder pour ceux qui l'ont pas vu, on ne va pas le diffuser en entier, qu'on soit bien d'accord. Voilà, ce genre de phrase, on a la volonté, Emmanuel Macron a une volonté, il le dit, et c'est, voilà, on va avancer à marche forcée. La séquence qu'on vient de regarder, je ne vis pas de regrets, moi je vis de volonté, de ténacité, d'engagement. Il y a des changements à faire, et il les fera coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Donc, on est face à quelqu'un dont l'objectif, de plus en plus d'ailleurs, de plus en plus assumé, est quelque part de régénérer la société à marche forcée. Et il le dit, la République en marche. Donc là encore,
il y a des analogies plus ou moins fragiles, mais si on prend tous les signaux qui nous ont été donnés jusqu'à présent, de la petite expression jusqu'à des déclarations parmi les plus récentes, c'est-à-dire aujourd'hui, on voit que finalement, Emmanuel Macron ne s'est jamais caché de tout ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est quand on fait l'analogie justement avec la Révolution française. Tu vois, je sors d'un bouquin, je suis très très loin de maîtriser le sujet, mais s'il y a bien sûr des experts, n'hésitez pas à me corriger et qu'on en papote. On voit dans la rue des scènes, effectivement, où beaucoup appellent à la révolution. C'est-à-dire la révolution dans la rue. Le peuple qui va dans la rue et qui lutte contre les institutions et qui veut renverser la situation. À l'époque, le roi, mais aujourd'hui, Emmanuel Macron. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'est là où je vous dis c'est une analogie, ça vaut ce que ça vaut. Mais si on se remet dans le contexte de la Révolution française, toute la complexité que ça entraîne hein, les Jacobins, les Girondins, les Montagnards, ensuite quel est le rôle réel de la bourgeoisie dans la Révolution française, qui en a réellement profité, enfin, il y a beaucoup de complexité, qu'on soit bien d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, pour moi, entre les citoyens qui sont dans la rue aujourd'hui, donc les syndicalistes, les citoyens, les ouvriers, ce que vous voulez, et Emmanuel Macron, celui qui est le plus dans un contexte de révolution, c'est Emmanuel Macron. Parce que c'est lui qui parle de régénérer la société. C'est lui qui parle de grands changements à apporter. Ce qui était l'objectif des têtes pensantes de la Révolution, Robespierre en première ligne, qui était cet objectif-là. C'est-à-dire qu'il fallait changer la société à travers le discours des Lumières, à travers la philosophie chez Locke, par exemple, puis chez Rousseau. Il y avait cet engagement-là qu'il fallait que désormais la seule croyance qui puisse rythmer la société n'était plus une croyance divine, en l'occurrence catholique ou autre, hein, qu'importe, mais c'était le seul Dieu probant était désormais le Dieu de la République. Et donc il fallait changer la société dans ses gènes. Et les têtes qui ne pensaient pas comme il fallait tombaient. Parce que au moins, on n'était plus vraiment embêtés. Et je me fais griller dans le chat avec mon petit effet de manche, mais si je vous dis que pour moi, celui qui veut le plus la révolution, ça n'est pas le peuple. Le peuple protège ses acquis. Déjà, comme ce fut le cas lors de la Révolution française. On peut voir la position des Chouans, notamment, ou en Vendée, qui étaient plutôt royalistes. Et on voit que c'est bien plus compliqué que le peuple qui veut faire tomber le roi. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. La situation des paysans avant la Révolution française n'était pas le Moyen Âge. Et beaucoup, avec bien sûr les conditions de l'époque, je ne suis pas en train de vous dire qu'ils avaient des Nike et un iPhone, mais beaucoup de paysans avaient une vie meilleure avant la Révolution. Et pour moi, celui qui est le plus dans un contexte de révolution, c'est Emmanuel Macron. Et pour la simple et bonne raison que, rappelez-vous, le livre qu'il a écrit au moment de sa première campagne, c'était un livre qui s'appelait Révolution. Donc à partir de là, je pense sincèrement que c'est Emmanuel Macron qui veut la révolution. Mais il faut voir ce qu'a entraîné la Révolution française, pour le peuple derrière. Et elle n'a pas entraîné les grands changements qui nous ont été vendus sur le plan intellectuel et compagnie. Emmanuel Macron, d'une certaine manière, poursuit cette destruction peut-être du seul lien puissant qu'ont les gens entre eux, c'est-à-dire cette notion de divin, quelle que soit d'ailleurs la religion, chacun choisit son équipe et joue avec le maillot qu'il veut, mais Emmanuel Macron poursuit cela, c'est-à-dire la quête du progrès. La quête du progrès comme seul horizon, la déesse raison comme seul phare dans la nuit, et tout est rythmé comme ça. Et si on tente l'analogie, je vous l'ai dit, c'est fragile, et puis je ne vais pas jouer au coq intellectuel, beaucoup me mettraient des branlées, à juste titre, mais c'est pour essayer de vous partager ma petite réflexion. D'une certaine manière, Emmanuel Macron est plus dans une logique de révolution que le peuple français. Le peuple français veut sauvegarder ses acquis, mais comprend aujourd'hui que la France n'est pas gérée en tant que telle, elle est gérée pour défendre des enjeux qui la dépassent, à la fois sur le plan idéologique, sur le plan spirituel et sur le plan politique. Et tout ça met le feu aux poudres, car les citoyens français sont en train de comprendre que déjà, ils n'avaient plus leur destin en main, et ils l'ont encore moins aujourd'hui. Donc Emmanuel Macron, plus que jamais, est clair sur sa ligne, droit dans ses bottes. Il arrive et il dit, on va avancer à marche forcée. Et la République en marche, on comprend ce que ça veut dire maintenant.
Et tous ces signaux étaient là. Son bouquin s'appelle Révolution, La République en marche. Enfin, il ne s'en cache pas. Et voilà, je vous casse les pieds depuis plus d'une semaine avec cette phrase-là, mais le plus dur est de voir ce qu'on voit. Et, et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et donc, le discours d'aujourd'hui, voilà, voilà. C'est le discours de quelqu'un qui est dans une ligne claire, qui fait ça en France comme il aurait pu le faire en Espagne, en Grande-Bretagne ou dans d'autres pays, et qui est prêt à toutes les bassesses morales et autres pour arriver à ses fins. Rappelez-vous, hein, ce discours du 6 août 2020, un extrait de 8 secondes, mais pour en dire long, qui en dit long sur la situation. Vous me dites à moi, si j'invite un... Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. D'accord, mais vous me... Voilà le genre de propos que peut tenir Emmanuel Macron. C'est un homme vide. C'est un homme vide, voire unidimensionnel. Le livre d'Hubert Marcus, il avait les petites sources. C'est un homme vide enfin, dont la parole n'a aucun poids, n'a aucune valeur. Et donc, voilà, le problème, c'est quand Emmanuel Macron se fait grave et qu'on a l'impression qu'il dit réellement ce qu'il pense, hein, dans ces moments de gravité, ben voilà ce que ça a donné. Donc, c'est le discours d'aujourd'hui, et qui est un ramassis de n'importe quoi qui justifie la réforme des retraites par le Covid. Regardez par exemple, autre extrait. Disiez vous-même en 2019, on ne peut pas demander aux gens de travailler jusqu'à 64 ans, si à 55 ans, ils ont déjà du mal à trouver du boulot. On a beaucoup repris ce passage. Je vais être clair avec vous parce que j'ai le sens justement de la démocratie et du mandat. Quand je m'exprime et que je dis ça en 2019, on a lancé les ordonnances travail que depuis 18 mois. Ça fait 6 ans maintenant qu'elles sont en œuvre avec les résultats que vous connaissez. Je m'exprime dans une société qui est à plus de 8% de taux de chômage. Le mandat que j'ai en 2017, c'est de créer un système universel des retraites, en aucun cas de bouger l'âge de départ, parce que le rapport du Conseil d'orientation des retraites et tous les experts disaient il n'y a pas de problème. Après cette expression que tout le monde nous resserre, qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? Les gens vivaient dans quel monde? On a eu le Covid, on a eu la guerre, on a eu l'inflation. La nation a dépensé des dizaines de milliards d'euros pour protéger. Elle a donc construit une dette qu'on amortit dans le temps. Et nos comptes se sont dégradés. Alors, déjà, petite parenthèse, quand Emmanuel Macron dit on a eu une guerre, je sais pas vous, enfin, sauf s'il parle de sa guerre contre le Covid, ça je suis d'accord. Par contre, la guerre en Ukraine, ce propos est doublement faux. Parce que déjà, la guerre n'a pas eu lieu sur le sol français, et en plus, me semble-t-il, à moins qu'il ait des infos qu'on n'a pas, elle n'est pas terminée, cette guerre. Donc, en plus, rien ne va. C'est-à-dire que même si on le prend au premier degré, rien ne va dans les grandes largeurs. Au moment de la campagne de 2022, la situation est drastiquement différente. Nous avons commencé à gagner la bataille pour le plein emploi en baissant de 2 points le taux de chômage. Nous avons commencé à réindustrialiser, et donc ce à quoi je répondais commence à avoir une réponse, parce qu'on a fait tout ce travail. Et surtout, tous les experts disent, vous avez un problème de votre système de retraite. Avançons. Tous les experts disent, alors qu'il a cité le corps, hein, qui est le comité spécialisé justement sur ces questions-là, qui lui a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il a toujours dit qu'il n'y avait pas de problème. Je vois Dolphy Lalimas dans le chat qui dit la même chose. Enfin, mais rendez-vous compte, en fait. Ils sont où les débunkers là? J'ai plus de nouvelles. C'est dingue. C'est comme, tu sais, les vedettes qui signaient des tribunes, voter Macron. Ils sont où, en fait? Allô, Juliette Binoche, on est où là? On aimerait des nouvelles, s'il vous plaît. On en est où? On n'a plus de nouvelles. Même les sportifs, alors ça me fait chier. Ça me fait chier parce que dans le lot, il y avait Antoine Dupont et Nicolas Karabatic, que j'adore. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ce qu'on leur demande, c'est de marquer des essais et de marquer des buts. Donc voilà. Mais ils sont où, ces gens-là? Est-ce qu'ils seront tenus comptables un jour de l'émergence de ce dictateur en culotte courte? Parce qu'un comportement comme ça n'est pas possible. Enfin, c'est mensonge sur mensonge. Presque si un jour on a envie de se faire un peu de la torture, faudrait faire du débunkage, tu vois, comme disent les experts. Pareil, ils sont où les débunkers? Julien Pain, on fait quoi là? On arrête de se tartiner la biscotte et puis on déboule parce que c'est n'importe quoi à chaque fois. Même bonjour, t'as l'impression que ça va pas. Donc c'est assez redoutable. Et là, il n'y a plus personne. Tous les rois de la vérité, tous les propriétaires du bien-pensé qui nous ont expliqué depuis 2 ans, 3 ans maintenant, tout ce qu'il fallait dire, croire et penser, ah ben ils sont plus là quand on a besoin d'eux. Alors que ce serait bien de lui mettre une branlée en fait à l'ami Emmanuel Macron, parce qu'il dit proportionnellement n'importe quoi. Et ça a été ça tout l'interview.
tout l'interview avec ce genre de pareil de séquence. On en prend pêle-mêle pour être le plus précis possible. Nous allons réagencer les choses aussi et découper des textes plus courts. Donc il y aura bien une loi immigration, il y aura sans doute plusieurs textes immigration, et ils arriveront dans les prochaines semaines. Maintenant, nous n'avons pas le droit pour notre pays à l'arrêt ou à l'immobilisme. Nous n'avons pas le droit. Vous savez, beaucoup de nos compatriotes aussi expriment ces peurs parce qu'ils ont peur du changement, des grands bouleversements. Ce monde est inquiétant. On a un sentiment de déclassement parfois. Je l'entends celui-ci aussi, quand on dit on n'a plus de paracétamol, nos services publics sont de plus en plus en difficulté. C'est le Ce sont résultat. les mots utilisés par Édouard Philippe. Mais c'est L'immobilisme, le résultat de quoi c'est Mais l'assurance du déclassement, a-t-il dit. il était à mes côtés hier matin avec l'ensemble des responsables de la majorité pour justement mener cette concertation pour engager tout le monde. On n'a pas le droit. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai... Vous voyez, là encore, on est sur cette même logique de discours. C'est le mouvement, c'est le progrès. On n'a pas le droit à l'immobilisme, mais depuis quand? Quand tout va bien, pourquoi vous voulez ne pas rester quand tout va bien, pourquoi vous refusez d'être immobile? C'est parce que tout va bien, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi tout ça. Et ça continue de plus belle, de plus belle, de plus belle. Donc, enfin, c'est sidérant, franchement, c'est sidérant. euh, et ça a été ça, tout le discours. Tout le discours. Voilà, je pense qu'on on va pas se farcir d'autres extraits. De toute façon, vous avez compris la logique, hein. Voilà, mais ça aussi, c'est magnifique, quoi. Sa principale erreur, je vous laisse écouter. Enfin, Vous n'avez c'est à commis se aucune taper le erreur. cul par terre, quoi. Vous n'avez commis aucune erreur. de ne pas réussir à convaincre. Mais en même temps, je constate qu'il y a aussi une tendance dans nos démocraties à vouloir s'abstraire du principe de réalité. Et ça, c'est aussi sans doute les conséquences d'une situation après le Covid, où pour beaucoup de nos compatriotes, mais aussi des forces politiques, syndicales, je note que le secrétaire général de la CFDT, pour qui j'ai estime et respect, était allé devant son congrès en proposant d'augmenter les durées. Il n'a pas été suivi par son propre... Mais il avait cette volonté de faire travailler davantage. Il nous aurait proposé un compromis. D'ailleurs, le gouvernement a changé les choses. On n'est plus à 65 ans en 2030, mais 64 ans et une accélération de l'augmentation de la durée de cotisation. Mais il n'y a pas eu de proposition de compromis. Donc le compromis, il a été fait par le gouvernement, après ces concertations. Il a été fait avec le Parlement. Déjà, il y a une notion qui est fondamentale. Et là, c'est vrai que ça devient de la physique quantique. Emmanuel Macron a inventé aujourd'hui... Non, mais un jour, je pense qu'on va le faire. Franchement, il faudrait tout regarder et tout commenter parce que c'est complètement dingue. Il a inventé un compromis tout seul. Voilà. Le gouvernement a fait le compromis. Cette phrase, normalement, je me la fais tatouer sur le cul parce que ça, faut que ça reste à vie. C'est-à-dire que voilà, pareil, tu as tout pareil. Merci à Gazogo qui vient de donner 100 bits, qui dit il faudrait retrouver l'extrait où Bruno Le Maire disait de Macron avant sa campagne de 2017 que c'était l'homme sans projet parce que c'était l'homme sans conviction. Seule fois, il n'a pas dit une connerie d'ailleurs. Alors, c'est vrai que quand tu te fais tailler par Bruno Le Maire, normalement, tu te creuses un bunker en Ardèche et on veut plus revoir le bout de ton pif. Mais le compromis, c'est quand même bluffant. C'est-à-dire que tu arrives, rendez-vous amoureux, tu es avec ta petite copine ou ton petit copain, chacun fait ce qu'il veut, on s'en fout. Ouais, écoute, alors, ce qu'on va faire, c'est que ce soir, je vais coucher avec ta cousine Cindy, dans la mesure où, face à ton refus, hein, dans cette volonté d'échange et d'accord mutuel, voilà, j'ai dû trouver un compromis qui fait que je vais déglinguer ta couse. Et naturellement, tu auras la vidéo en souvenir. Hein, nous sommes encore assez gentils de te fournir ce format vidéographique où tu pourras constater à quel point ces cordes vocales sont aiguisées. Donc voilà, ça c'est le compromis d'Emmanuel Macron. C'est un compromis que tu trouves tout seul. Et le mec déboule et te dit et ben voilà, on a trouvé, le gouvernement a trouvé un compromis avec lequel il était d'accord. Hein, c'est déjà une grande avancée. Et là, le journaliste, alors Julien Bugier, il a l'air en surpoids. Là, il va falloir parler Ménène, Axe, tout ça. Il tremble pas du pif. Il tremble pas du pif. Non, tu te lèves, c'est comme au bar, tu vois. Oh, qu'est-ce qu'il dit, lui? Moi, je vais m'enculer. Et voilà. Et là, ça se règle avec un coup de mornifle et terminé, tu vois. Mais là, non. L'autre, il transpire un teckel... Tiens, je sais, ça doit avoir un nom, ce truc, que tu mets sur la plage arrière des bagnoles. Chien comme ça. C'est en fonction du mouvement de ta bagnole, t'es comme ça. C'est ça, ils sont comme ça, tu vois. Mais je veux dire, mais cette phrase est géniale. Cette phrase est géniale. Entre ça et le
J'ai commis une erreur, c'est de ne pas avoir été compris. Voilà, malheureusement, je parle à des abrutis. Et bon, mais c'est vrai, j'ai commis une erreur, c'est de ce président de la France. Normalement, je dois être président d'un pays où les gens sont intelligents. Là, j'ai pas compris. C'est ma plus grosse erreur. Ma plus grosse erreur, c'est sûrement ne pas en avoir fait. Voilà. Genre, mais au bout d'un moment, mais sortez-le. Dégagez-vous à 12. Carton rouge et ça dégage. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le mec, sa plus grosse erreur, c'est ça. Et après, on a l'Express qui le compare à Jésus-Christ et ça n'étonne personne. Mais cette chute va s'arrêter où, en fait? Au bout d'un moment, ça va, quoi. C'est pas concevable. On peut pas être sérieux. On peut pas être sérieux en voyant ça. Et ça passe, et ça passe, et ça passe. Et les journalistes en face, je veux dire, enfin, une séance d'urinothérapie en direct comme ça, à heure de grande écoute, quand en plus les gens rentrent manger chez eux, j'ai trouvé ça gênant. Faites ça dans votre salon, parce que, je veux dire, enfin, au bout d'un moment, on est où, quoi? On est où alors? Bien sûr, hein, tout passe. Et t'as l'autre crétin aussi, François Patria. Alors pareil, sénateur Renaissance. Oui, parce que le nom du parti, il faut aussi se rappeler que c'est Renaissance, tu vois. Hein, quand même, là aussi, la logique. Le mec te dit ça, c'était sur Public Sénat, aujourd'hui, vers 14h. Est-ce que le gouvernement est responsable de ce niveau de violence auquel on est arrivé aujourd'hui dans notre pays, de fracture d'opposition Je me demande dans quel monde je vis aujourd'hui. Je vais dire à Mélanie Vogel, que je respecte par ailleurs. Qui peut croire aujourd'hui que les policiers attaquent les manifestants? À Dijon, écoutez, à Dijon, samedi après-midi, il y avait 700 manifestants qui n'ont eu de cesse que d'envoyer des grenades, que d'envoyer des cocktails contre les forces de l'ordre. Attendez, ils n'ont fait que ça. Ils étaient là pour casser du flic. Et vous dites aujourd'hui qu'on est obligé de protéger. Non, je ne pense pas. Ah, des grenades. Apparemment, il y a des manifestants qui ont lancé des grenades. Alors, je sais pas si vous étiez au courant, mais c'est vrai que c'est marrant parce que moi, j'ai quand même plus vu les vidéos des forces de l'ordre qui faisaient des dingueries. Mais apparemment, c'était des grenades. Et ouais, on n'a pas fait gaffe. Alors, rappelons quand même, et j'essaie de retrouver la séquence parce que je crois que c'est un de mes plus gros fou rires youtubesques. Grâce à lui, il faut que je la retrouve quand même parce qu'on l'avait déjà mis, mais hein, il est fortiche. On m'avait dit, putain, on m'avait donné le time code. Naturellement, je l'ai paumé. Je crois que c'était 45 ou 1h45, non? 29, tu penses? Non, je sais pas. Ah, je sais plus. Fake news, j'ai rien dit. Ah, je sais plus. Qui l'avait donné le timecode? Faut que je la retrouve. À 49, je crois que c'est Exogub qui s'en rappelle. Merde, je sais plus. Je sais plus. Ne veut pas partir tant qu'un autre médecin ne prendra Voilà, pas son... c'est ça. Hein, voilà, on n'a pas mieux que l'ami Pierre-Yves Rougeron, que je salue naturellement, pour parler de François Patria, qui est quand même Monsieur Exosquelette. Je vous laisse en compagnie, voilà, 1 ou 2 minutes avec Pierre-Yves Rougeron, formidable, sur la chaîne du Cercle Aristote, bien sûr. Coup de cœur, et pour bien comprendre qui est François Patria. Soin de ses patients. D'ailleurs, s'il y a de jeunes médecins qui veulent s'installer à la campagne, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, je leur arrange le coup. Donc, ça me permettra de récupérer mon père. Donc, non mais franchement, hein, je le dis, si vous êtes en dernière année ou en avant-dernière année de médecine, appelez Bibi, j'ai un cabinet pour vous. Donc, vous voyez, le problème, c'est qu'il a encore toutes ses facultés intellectuelles et de très loin, enfin, c'est une machine de travail qui fait mon admiration depuis que je suis gosse. Mais je me dis, tous les hommes de 75 ans n'ont pas la force qu'il a. N'ont pas la force des vieux paysans de mon village. Moi, j'ai connu des tas de copains qui ont été ouvriers, entre autres, dans le bâtiment, qui sont pétés en deux à 60 ans. Pétés en deux. Et le connard de député macroniste qui dit, ils ont qu'à prendre un exosquelette à 15 000 balles. Là, en l'occurrence, on parle de François Patria, hein, celui qui vient nous expliquer que les manifestants lancent des grenades contre les policiers. Si tu veux, exosquelette, je sais pas, mais si tu veux qu'on joue aux osselets avec tes phalanges, ça peut s'arranger. Si c'est des questions de squelettes qui te font fantasmer, ça peut s'arranger. Donc, vous voyez, un exosquelette dans le bâtiment. Je rappelle que l'une des professions où il y a le plus de morts en accident du travail, c'est couvreur en France. Parce que les mecs, ils tombent des toits, ce qui généralement vous aide quand même à arriver en première classe chez Saint-Pierre.
Et vous avez l'autre clampin qui vient vous dire, vous avez qu'à prendre un exosquelette, oui, pour le monter sur le toit. Bruti, crétin. Mais où est-ce qu'il les a trouvés? Moi, si quelqu'un a l'adresse de la serre à con, où on les met dans des pots et où ils grandissent, parce que moi, je veux les voir, si vous voulez, c'est comme les mandragores dans Harry Potter, quand ils les sortent et qu'ils se mettent à hurler. Là, pour ceux qui connaissent la chambre des secrets. Là, c'est pareil. Je veux voir où est la serre à con. Je veux voir où Marlène Schiappa a grandi. Je veux avoir ça avant de mourir. Bon, donc, non mais franchement, si quelqu'un a l'adresse... Je peux regarder ça tout seul dans mon lit le soir, il me tue. Il est fou Daph le loup, l'ami. Pierre-Yves Rougeron, qu'on salue, qu'on embrasse bien sûr, et qui nous parle c'est vrai, hein, ce crétin de François Patria, voilà, qui après les exosquelettes nous explique que voilà, les manifestants lancent des grenades naturellement. Donc voilà un petit peu où on en est, quoi. Voilà un petit peu où on en est aujourd'hui sur ce débat-là. Et on va avancer, parce que je voulais vous dire deux choses, et puis il faut que je me sauve vers 17h30, 17h45. Je vous le dis tout de suite, hein, on va boire un coup. Ouais, il fait beau, il faut boire des coups. Évidemment, ça suffit les conneries. Et puis, il y a la farce tranquille à 18h. Épisode musclé. Je vais pas vous faire la version Director's Cut, parce que sinon, je suis pas rentré. On a quasiment 30 minutes d'épisode. Donc attention, ça va être cocasse. Je vous le dis tout de suite, ça va être cocasse. Et on va avancer dans ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que on a quand même voilà, ce discours de Macron à 13h, on en a parlé. Je voulais aussi revenir sur un élément, j'ai trouvé ça ce matin. Hein, tant qu'on y est, puis après on va voyager un petit peu. Tant qu'on y est, parce que c'est vrai que c'est comme l'article 47-1, c'est des petites finesses que faut chercher, faut trouver. Hein, et tu trouves, parfois tu trouves pas, souvent tu trouves. Parce que aujourd'hui, hein, vous l'aurez compris, on en est là, seule possibilité de recul sur la réforme des retraites serait devant le Conseil constitutionnel. Et donc, bon, voilà, hein, c'est comme demander à Benjamin Griveaux s'il a envie d'une sextape. Tu vois, tu sais que bon, le Conseil constitutionnel, pas sûr qu'il fasse quelque chose. Hein. L'ami Laurent Fabius, alors à la rigueur, il pourrait être vexé sur des intérêts qui seraient les siens et qui pourraient peut-être peser dans la balance. Maintenant, ce monsieur préside un Conseil constitutionnel qui a jugé constitutionnel le pass vaccinal. Donc fin du débat. Normalement, fin du débat. Et c'est pas la réforme des retraites qui va le sortir de son sommeil. Donc, l'ami Fabius, voilà, on n'attend pas grand-chose de lui. Maintenant, c'est la seule possibilité de recul. Et encore, me semble-t-il, avec toujours cette histoire de 47-1, je vais pas vous dire de bêtises. Mais attendez, je veux quand même vérifier parce que je crois qu'il y avait une histoire d'ordonnance possible en fait. Attendez, bougez pas. Alors, on va pas dire de bêtises. Non, je crois que c'est bon. Ouais, non, on est bon. Donc, ce que je voulais vous dire, donc, on a donc le Conseil constitutionnel qui est le dernier à pouvoir faire reculer ce texte-là, alors, sauf la rue, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on découvre pas? Parce que, bon, tu te dis, tu sais, ils vont discuter, tu vois. Il va y avoir des discussions avec des représentants du gouvernement, des choses comme ça et compagnie. Et je voulais vous lire un petit extrait, hein. Parce que toi, tu dis, bon, Conseil constitutionnel, c'est le sommet de la pyramide démocratique française. C'est sérieux, tu vois, ça représente le peuple, donc tout ça est totalement transparent. On peut savoir pourquoi le Conseil constitutionnel va accepter ou refuser ce texte, quelle sera la teneur des échanges, qu'est-ce qui va se dire, quels vont être les arguments et tout ça. Alors merci à Lenka qui va nous offrir 5 subs, hein. N'oubliez pas votre serviette, à Dimon, Clemjou, 20K91 et let's go. C'est celui chez qui tu t'es pris un banc. Non. Ça ne veut pas parler de ce monsieur. La prochaine fois, tu achèteras des chaises. Mais merci beaucoup, en tout cas. Merci, formidable. Hein, je vois de qui on parle. Je m'en souviens. Enfin, je m'en souviens. C'est une façon de parler. Donc, Conseil constitutionnel,
tu vois, dans les petites finesses. Et ça se trouve sur le site du Conseil constitutionnel. Donc, tu vois, je me suis pas foulé le fion, comme on dit. Et quelle est la transparence de ces échanges-là? Ben, je vais vous le lire, hein, l'article il est là. Hein, ouvrez bien vos oreilles. La loi organique numéro 2008-695 du 15 juillet 2008 relative aux archives du Conseil constitutionnel a modifié le régime d'accès à ces archives et a sensiblement raccourci les délais de communicabilité de celles-ci. Notez le sensiblement, vous allez comprendre. Ce délai, au-delà duquel les archives du Conseil constitutionnel peuvent être librement consultées, qui était jusqu'alors de 60 ans, a en effet été ramené à 25 ans. Voilà. Hein, et j'ai pas fini. Arrêtez de vomir. Dans ce cadre, chacun peut librement accéder au compte-rendu des délibérations du Conseil constitutionnel en se rendant dans les locaux des archives nationales. En effet, depuis la création du Conseil, et avant même que le décret numéro 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel ne charge le secrétariat général d'établir un compte-rendu sommaire des travaux du Conseil, les séances au cours desquelles le Conseil constitutionnel a délibéré ont fait l'objet d'un tel compte-rendu. Ce sont ces comptes-rendus, hein, les comptes-rendus sommaires, qui sont mis en ligne pour être librement consultés. Librement consultés au bout de 25 ans. C'est-à-dire, potentiellement, t'es mort d'ici là. Mais c'était 60 ans avant. Donc voilà, il faut quand même saluer le progrès. C'est-à-dire que vous râlez parce que vous êtes... voilà, il y a Mr. Deans qui demande un instant grognon, je le fais. On est pas mal. Et tu vois, pour tout vous dire, hein, ça, je l'ai trouvé, je vais vous le montrer en fait. Là encore, vis ma vie de juste milieu. Tu vois, je vais vous montrer comment ça se passe, ce genre de découverte. Parce que le pire, c'est que les médias en parlent. Et que c'est totalement transparent. Tu ne peux pas leur reprocher de ne pas le dire. Alors bon, je vais vous montrer, parce que ça, j'ai vu ça ce matin, tu vois. J'ouvre les yeux, clic-clac, je vois ça. Madame Milieu, elle veut des tartines, je vais leur mets-les-moi dans la gueule, direct, tout de suite. N'hésite pas. On est sur des choses comme ça, tu vois. Il faut que je vous le retrouve parce que c'est assez bluffant. Parce que c'est évoqué vraiment. Voilà, c'est là. C'est cet article-là. Tu vas voir. Voilà, c'est là. Dans Le Parisien d'aujourd'hui. Donc vous voyez, là on est sur le matin, je me lève, tu vois. Et bon, bah, je suis moins beau gosse, naturellement. Mais bon, le temps que la machine se mette en place. Et tu lis ce genre de truc, tu vois. 6h53, hop. Seulement voilà, Laurent Fabius a beau peser sur les délibérations, qui seront gardées secrètes pendant 25 ans, il n'en est pas le seul décisionnaire. Tu sais, moi je me dis merde, comment ça qu'ils seront gardées secrètes pendant 25 ans? Et ben en fait tu cherches, et puis tu tapes, tu sais, Conseil constitutionnel, 25 ans, archives. Et ben tu trouves. Et c'est comme ça qu'on trouve des petites pépites. Donc, d'une certaine manière, les journalistes font leur boulot. Et c'est ça le pire. C'est qu'ils vous le disent que vous vous faites entuber. Mais c'est sûr que les gens ont autre chose à foutre. Hein. Ils ont des métiers pénibles. Moi, je lis les journaux, donc ça va. Mais c'est vrai que bon, s'il n'y a pas une armée de guignols comme nous, hein, les amis Poulain, Tabibian, Borowski et consorts, bien évidemment, j'en oublie plein, hein, pour se farcir ce genre de trucs. Mais en fait, non, tu sais pas ça. Tu sais pas. Hein. Donc, il y a Ryu Connor dans le chat, naïvement, et je suis d'accord avec toi, la question peut se poser, pourquoi c'est secret? Et pourquoi pas? Voilà, si c'est secret, c'est qu'il y a de bonnes raisons. À mon avis, hein, tu mets pas livreur Uber en identifiant du numéro de ton amant ou de ton amante pour le plaisir, tu vois. Si c'est secret, hein, voilà. Ah, hein, s'il y a un loup, c'est qu'il y a un loup. Hein, je sais pas, elle est plutôt nulle cette citation. Mais voilà, hein, à un moment donné, il faut être clair. Hein, il faut être clair. Et tu vas voir, tu vois, sur le site même de l'Assemblée, du Conseil constitutionnel, pardon, ils te le disent. Ils te le disent et ils t'expliquent que, bon, ils ont encore hein, l'outrecuidance. Hein, moi, je dirais la gentillesse, parce que je suis un humaniste. Ils ont la gentillesse de nous dire, avant, c'était 60 ans. C'est-à-dire qu'un mec peut passer toute sa vie sans pouvoir consulter les archives. Mais là, ils ont mis 25. Parce que c'est vrai que dans 25 ans, la réforme des retraites, à mon avis, on n'en sera plus là. Hein. C'est-à-dire que, si, il y aura une autre réforme, mais jusqu'à 150 ans.
pour la dette, parce qu'il y aura des économies de 150 balles possibles. Donc voilà, donc, au bout d'un moment, soyons clairs, pourquoi les échanges qui ont eu lieu dans le Conseil d'urgence sanitaire n'ont pas été rendus publics? Bon ben voilà, on comprend un petit peu mieux. Et pourquoi les échanges du Conseil constitutionnel sont cachés? On comprend un petit peu mieux. J'imagine que l'Express parlerait de complotisme face à ça. Je préfère qu'il s'occupe plutôt de comparer Emmanuel Macron à Jésus-Christ. Et moi, je regarde les lois du Conseil constitutionnel. Donc voilà, c'est petit élément surprise dont je voulais vous parler. Vous en faites ce que vous voulez. Mais on va voyager. On va voyager aujourd'hui parce que j'ai envie de vous amener. Je vais vous amener exactement. Attendez, en Espagne. Espagne, las Castagnetas. On va aller en Espagne. Alors pourquoi? Non, je réserve pas mes vacances en direct parce qu'il y a de fortes chances que ça revienne un jour Barcelone. Mais c'est pas le débat. Vous avez sûrement d'autres chats à fouetter. Je vais vous amener en Espagne parce que c'est vrai qu'il y a des médias reconnus, qualifiés, qui nous ont expliqué que l'histoire de la réforme des retraites n'était pas du tout, never, même never and demi. Donc jamais, ça n'a jamais eu le quelconque rapport avec l'Union européenne. Ils nous avaient dit non, ça n'est pas du tout une exigence de l'Union européenne. Ceux qui disent ça sont des complotistes dont le seul horizon de vie est d'aller niquer leur grand mort. Donc bon, t'avais pas envie d'avoir cette idée-là. Tu sais, tu te dis, bon, on va peut-être faire autre chose. Effectivement, s'ils le disent, c'est que c'est vrai. Et bon, la tuile, il y a eu un article aujourd'hui. Parce que en Espagne, ils ont un débat qui est en ce moment, et il y a aussi une question de motion de censure. Je vais vous lire l'article, là, c'est coquetos, voire rigolado, comme on dit là-bas. C'est marrant parce que c'est pareil, quoi. Non, mais le hasard fait bien les choses, hein. C'est marrant que les pays qui n'ont pas les mêmes régimes de retraite autour de 65, 66, 67 ans, c'est marrant que ces pays-là s'alignent. Et d'ailleurs, c'est Emmanuel Macron qui nous montrait sa petite pancarte de connard tout à l'heure avec l'infographie du Parisien en disant, vous avez vu, les voisins font pas comme nous, donc il faudrait faire comme les voisins. C'est marrant parce que quand c'était le confinement qui n'était pas appliqué en Suède, là, il n'avait pas de petite pancarte. Là, il n'y avait pas d'infographie. Là, il y a des infographies. En fait, il faut regarder les voisins quand ça t'arrange. C'est comme chez toi. Quand le voisin a changé de bagnole, le nouveau 308 Peugeot, tu te dis, bon, il y a un écran, il y a des néons, ça me donne envie. Toi, tu regardes ton Laguna éclaté avec le sticker City et Grominet enfant à bord à l'arrière. Tu dis à ta femme, écoute, là, va falloir investir dans la bagnole. Et donc en Espagne, il se passe ça. Je vous lis l'article. Bon, c'est dans l'opinion d'aujourd'hui. Donc ça, à mon avis, c'est un affreux torchon complotiste. Si l'Espagne semble cultiver ces derniers temps un certain mimétisme avec la France, les rôles y sont totalement inversés. C'est ainsi que le débat sur l'allongement de l'âge de départ de la retraite de 66 à 67 ans a opposé la coalition gouvernementale formée par le Parti socialiste ouvrier et le mouvement de la gauche radicale Podemos, à l'origine du projet, à une opposition menée par l'ensemble du monde patronal. Et quand, dans l'Hexagone, la NUPES et le Rassemblement national ont appuyé lundi la motion de censure déposée par le centriste Charles Amédée de Courson, de l'autre côté des Pyrénées, c'est un attelage tout aussi baroque, un ancien dirigeant communiste appuyé par le mouvement de la droite radicale Vox, qui mène la charge pour essayer de faire tomber ce mercredi le gouvernement de Pedro Sánchez, à la différence que ce dernier peut appréhender l'issue du scrutin avec beaucoup plus de sérénité qu'Elisabeth Borne. Le texte présenté contre lui ne peut compter sur le papier que sur 52 voix, très loin des 176 nécessaires pour arriver à ses fins. Qui l'eût cru? Merci à Kétamien qui vient de se prime. Ça, c'est fort. Ça, c'est bien joué. Et c'est fou parce que... Non, mais je me suis creusé la caboche. Je me dis, merde. C'est bizarre quand même parce que des partis qui n'ont rien à voir entre eux, qui s'allient pour faire une motion de censure avec d'autres partis qui n'ont rien à voir entre eux et qui défendent une réforme... Enfin, quand tu as le Parti ouvrier espagnol qui milite pour un allongement de l'âge de départ à la retraite, c'est bizarre quand même. Tu sais, on dirait une sorte de pièce de théâtre. Tu as le metteur en scène qui est le même à chaque fois. Par contre, les acteurs changent. C'est fou quand même. Et puis là, les Espagnols, ils sont chauds. Ils ont le Sancho, comme on dit. 66 à 67 ans, tu vois. C'est marrant, hein. Et eux, c'est des ouvriers.
c'est le Parti ouvrier. Nous, c'est les Républicains. C'est fou parce que quand on parle, tu sais, de ces fausses oppositions en France, on a toujours des collègues qui me tombent dessus. Ouais, France Insoumise, c'est la vraie opposition. Ils ont chanté la Marseillaise, voilà. Donc, pourquoi pas, tu vois, moi, je dis pas oui, je dis pas non. Mais euh, c'est cocasse parce que en Espagne se joue exactement la même chose avec d'autres partis. Et on dirait vraiment que, quels que soient les pays, les partis politiques savent qu'il va falloir aller au bout du truc. Donc ils se partagent le seau de merde en disant, bon, toi t'es pour, toi t'es contre, et puis vamos. Vamos al trabajo, du coup. Alors, pas vamos a la playa, ce sera à 67 ans, du coup. Donc, d'ailleurs, à 64 ans, 65, rappelons qu'on est des petits joueurs. Hein. À mon avis, les débats sur la réforme des retraites, on est reparti. On est reparti pour, d'ici 3 ans, rebelote. Hein, donc, voilà, juste pour voilà, regarder la tête au-delà des Pyrénées, et pour rappeler à ceux qui penseraient encore que tout ça est lié au hasard, je dis pas non, hein, je dis pas non, mais je dis pas oui. Je vous laisse libre de vos propos, bien sûr. Donc, non, je pose la question, hein, je demande, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, hein, mais c'est marrant, ces aléas du direct, hein, voilà, donc de là à dire que de l'Élysée au banc de l'Assemblée, à quelques rares exceptions près, tout le monde nous prend pour des abrutis, je dis pas non, hein, je dis pas oui, mais c'est vrai qu'en Espagne aussi, apparemment. Ouais, c'est... mensonge d'un côté des Pyrénées, vérité au-delà. Hein. Donc, non, mais bon... Non, je sais pas quoi vous dire, c'est marrant, puis tu sais, même dans d'autres registres, parce que même sur les questions de santé, tu sais, sur les questions de santé, avec le Covid et tout, on parle plus trop. Si, il y a eu Jérôme Marty. Il a dit un truc. Parce que bon, bah, il dit des trucs, globalement. Et là, il nous a dit ça hier. Allez, on est pénible jusqu'au bout, je vous mets une petite vidéo. Le Covid recircule, on en voit pas mal dans nos cabinets, on en voit dans les EHPAD, on commence à en voir aussi dans les hôpitaux. Le truc, c'est que ça circule, comme tu le disais, à bas bruit, que les gens ne se testent plus. On voit quoi? On voit des gens qui arrivent souvent au 4e jour ou 5e jour avec le nez extrêmement pris. C'est très ORL, hein, avec une extinction de voix, mal à la gorge, le nez pris, qui tousse sur tout le monde, qui évidemment ne porte pas de masque, et puis qui, quand tu leur dis il faudrait quand même vous tester, vous dites mais non, c'est pas le Covid. Et puis tu les envoies, ils se testent, effectivement c'est le Covid, et ça fait 4 jours qu'ils contaminent tout le monde autour d'eux. Et donc forcément, ça va se répandre et ça va continuer. Est-ce qu'il y a une nouvelle vague? Alors, on est sans doute au début peut-être d'une nouvelle vague. Ce qui est très problématique, c'est que beaucoup de gens sont très loin de leur dernière vaccination, avec donc un effet qui est assez faible. Ceci dit, on ne le rappellera jamais assez, le vaccin protège contre les formes graves, et même si on est loin, on est quand même protégé contre les formes graves. Mais... Voilà. Hein. Après, moi, je suis pas médecin, donc... Hein. Et d'ailleurs, on risque... je peux pas trop vous en dire plus, parce que je vous fais la petite surprise. Hein, et je pense que ça va vous plaire, tant qu'on est sur les questions de santé. Je vais pas vous dire, mais il y a de fortes chances qu'il y ait un nouveau Ça discute avec sur Juste Milieu qui sorte ce week-end, je pense, dimanche. On enregistre ça demain, pour tout vous dire. C'est pour ça que j'attends, parce qu'avec ma maîtrise technique, il n'est pas impossible que ça parte en couille, mais il n'y a pas de raison. Tout a été calibré de main de maître. Demain, je vais recevoir quelqu'un, on va parler de santé. Ça peut vous plaire, hein. Mais je peux pas dire le nom. Je peux pas dire le nom. Attends, je vais faire un petit peu de rangement sur mon bureau. Voilà, les bouquins. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est ça. Voilà, donc voilà, le rangement, c'est important. Donc, non, dimanche, ça va vous plaire. Et je pense que la dite personne est pas trop d'accord avec Monsieur Marty. Mais on va voir. Bon. Voilà, j'ai rien dit. Je suis tellement détendu que je me permets de faire un petit peu de rangement sur des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Gazogo qui vient donner 100 bits. Rémi, tu te rappelles dans ton live du second tour, tu avais dit après les résultats que ce quinquennat serait peut-être moins pire, que tu n'y croyais pas quand tu disais ça. Effectivement, tu connaissais bien le personnage. Ah bah oui, c'est... Ah là aussi, je me suis pas planté. Hein. Mais
Non, mais ouais, il y a des gens qui disent on a vu le livre. Non, tu sais pas. J'ai aussi ce livre-là sur mon bureau. Peut-être que c'est elle. Peut-être on va parler fellation et aspiration ORL demain. Tu sais pas. J'ai plein de livres sur mon bureau. T'as vu, j'ai montré quoi? Non, pas celui-là. J'ai montré La Révolution aussi. Peut-être que demain je reçois Robespierre. Je sais pas. Peut-être il y a un indice, peut-être il n'y a pas d'indice. C'est le jeu de la vie. Non, mais il faut que je vous fasse la surprise parce que c'est comme un couple. On est en couple maintenant. Sinon, il y a la routine. Tiens, un jour, je vais arriver avec une chemise hawaïenne et vous allez être content. Vous allez rire. Vous allez dire, ah, qu'il est con. Tiens, il a encore pris du bide et puis voilà, c'est tout. Mais vous serez surpris et ça, c'est l'essentiel. Donc, non, alors, vous emballez pas non plus. Il y a Romain 83R qui dit Martin Blachier. Je serais nul, déjà, tu le sais. Tu le sais déjà. Non, donc c'est pas possible. C'est pas possible. Mais non, tout est possible, hein. Donc voilà, peut-être c'est dans les livres, peut-être c'est pas dans les livres. Vous savez, le monde va à une vitesse en ce moment. C'est fou, hein. Tout va si vite, quoi. C'est ce monde où les gens jouent aux apprentis sorciers, tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Il y a de quoi écrire un livre, hein. C'est complètement dingue. Enfin bref, on verra dimanche, de toute façon, on verra dimanche. Donc, voilà un petit peu, les amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Voilà, on verra, hein, on verra. Rendez-vous, voilà, rendez-vous demain. De toute façon, maintenant, le programme est clair, hein. Le programme est clair, c'est le rendez-vous, euh, clairement, de Juste Bistrot. On se voit demain. Ce soir, c'est la farce tranquille. Alors, soyez là parce qu'elle est musclée, hein. Je dois vous avouer que. Ah ouais, ouais, non, ça. En même temps, il n'y a pas le choix. En même temps, il n'y a pas le choix, donc affaire à suivre. Voilà. Il y a Craclou qui dit si c'est Boyard, je me désinscris illico. Non, malheureusement, j'ai pas eu de réponse. Malheureusement, là-dessus, là, j'ai pas eu de réponse. Mais peut-être un jour, hein, qui sait. Peut-être qu'un jour. Peut-être, je pense qu'il a pas vu, moi. Je pense qu'il a pas vu. Il a pas vu ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait 2 pages de Marlène Schiappa, c'est vrai ça. Ouais, je suis obligé de 3, non. C'est 2 par jour. Comme les suppositoires. Tu cumules là, il y en a 1, 2, Oh là 3, là. 4. Oh non! C'est comme les suppositoires, ça, hein. Non, on fait 2. On fait 2 aujourd'hui, 2 demain. J'accepte Voilà. 2. Voilà. Hein? Allez. Et puis, oh, hein? C'est bon, hein? On est où en plus, là? La pilule, on a fait la pilule, oui. Ça, c'était à peu près sérieux. Ah oui, oh là! Oh, 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 on va te régaler. Allez, on fait 2 pages et puis après apéro. Voilà, hein. Après apéro, faut pas déconner. C'est mercredi, c'est farce tranquille. Et puis demain, de toute façon, on se retrouve en fanfare, les amis. Je vous le dis, hein. Demain, on fera une émission plus longue, vous inquiétez pas. Oh, ça va, c'est pas la taille qui compte. Vous avez pris du plaisir, hein. C'est un petit peu l'histoire de ma vie. Donc, on va faire ça. Donc, on va clairement faire ça. Et puis demain, on fera un peu plus long. Ça va, arrêtez de me gronder comme ça. J'ai droit à ma liberté. On se fait 2 pages et on finit là-dessus. En toute beauté, vraiment, ça va être du plaisir. Ça va être du grand Mendes. Idée reçue numéro 22. Les filles aiment déguster des mets aphrodisiaques et raffinés après l'amour. Il y a 3 choses qu'une femme peut réaliser avec rien: un chapeau, une salade et une femme de ménage, écrivait le grand Mark Twain lui-même. Et que ce soit avant, pendant ou après l'amour, les femmes seraient des créatures divines, adorant les mets raffinés. Sur le tableau romain de la décadence, exposé au musée d'Orsay et peint par Thomas Couture, on voit une scène orgiaque, faite de corps lassés et de Romains étendus, quasi nus, comme morts, et des doigts de femmes saisissant avec douceur ce qui semble être un grain de raisin. C'est vrai que la confusion avec une couille n'est pas évidente, mais ça c'est un petit rajout du lecteur. Même dans la petite mort, la femme sait ne pas se départir de sa classe naturelle et grignoter avec grâce. Comme la fifille, mimée par Florence Foresti, en train de déguster une petite salade avec une petite fourchette. Après l'amour, les femmes s'adonnent donc calmement à l'enfilement de grains de raisin et donc aujourd'hui de petits fruits bio soigneusement épépinés, hein, ou des tomates cerises en grappe. Alors qu'on sait très bien que comme toute activité physique, les relations sexuelles, ça creuse.
Donc les raisins, on va éviter. Pour moi, ce sera plutôt fromage et charcutaille avec un coup de rouge. Merci. Et attention, parce que là, ah, putain, vous faites chier. Double page. Double page pour l'idée reçue numéro 23. Les femmes aiment les hommes qui en ont une grosse. Là, je sens qu'on va se fendre le sgeg. Comme on dit, ça va être du plaisir. Ça va être du plaisir. Allez, courage. La taille compte. Une certitude. Pour tous ceux qui roulent en grosse cylindrée. N'importe quel type, pourvu d'un micro-pénis, passera des heures sur enlargeyourdick.com dans l'espoir d'avoir enfin un sexe présentable. Mais les femmes préfèrent-elles réellement les sexes imposants? Pas, à en croire Octavie Delvaux, auteur de livres érotiques, collègue de boulot, j'en déduis. Oui, j'ai été confronté à toutes les tailles de pénis et je suis catégorique. Je n'aime pas les grosses bites, mais plutôt les petites, qui ont beaucoup plus de marge de manœuvre et avec lesquelles on peut bien plus s'amuser. Merci Octavie. Mais alors, pourquoi nous échinons-nous à plébisciter les saucisses de Guéméné alors que nous préférerions les knackis Erta? Bonne question. Bertrand, ancien réalisateur de films X, explique ainsi ses choix artistiques. En fait, tout passe par le visuel. J'aurais pas cru. Avec un petit sexe, il faut zoomer. Et techniquement, ça rend le travail plus compliqué. Dans le X, tout est exagéré. On a des blondes très blondes, des grosses très grosses, des maigres très maigres, et des sexes épilés très épilés, et des bites énormes. Au-delà de cet aspect visuel, donc une question de virilité et donc de pouvoir. Écoutons pour finir cet extrait diffusé dans l'émission La Haye, l'amour et vous sur RMC. Isabelle nous dit « Je voudrais rassurer les hommes sur la question de la taille du sexe. Je suis une femme qui préfère les hommes avec un sexe de petite taille. Ce sont bien souvent des amants réactifs qui mettent vraiment l'accent sur les préliminaires. Je suis très jeu de langue et c'est vrai qu'ils font ça divinement bien. J'ai aussi souvent eu quelques douleurs dans certaines positions avec des hommes bien membrés. Et c'est vrai que des petites tailles me rassurent énormément, ce qui me permet de me lâcher. » Ce à quoi la présentatrice de l'émission Brigitte Lahaye répond « Vous êtes certainement plus étroite que la moyenne. » C'est assez tabou, même si on parle de la taille du vagin et du pénis dans le Kama Sutra. Je crois que quand on trouve la bonne taille, ça va toujours mieux. Vous avez peut-être aussi le col sensible. Et donc, quand ça cogne, c'est douloureux. Non mais, hein, je pense qu'il faut quand même se mettre d'accord là-dessus. Voilà, hein, qu'on soit bien d'accord. On s'est régalé. Je pense qu'on a pris notre pied. Il y a facile à lire, hein, qui dit « Oh purée, c'est vraiment affligeant ». Je pense que ça résume bien à la fois ce qu'on vient de vivre et à la fois l'émission, hein, qui a quand même commencé avec le discours d'Emmanuel Macron. On est pas mal. On est pas mal. Donc, les amis, finalement, est-ce qu'on finirait pas là-dessus? Comme ça, je vous laisse vous remettre de vos émotions. Et direction la Phare Tranquille à 18h. Les copains, le rendez-vous. Je peux vous dire, ça va être zinzin, 27-28 minutes de plaisir. Ça m'est jamais arrivé, donc profitez-en. J'espère que vous allez vous régaler. On se retrouve demain, même heure, même endroit, 16h45, 16h30 ou 16h45. Je me laisse une petite marge comme ça. C'est mon côté Macron, c'est mon côté dictatorial. Pour l'instant, ça va, je ne vous ai pas confiné, alors tout le monde se détend. On va voir quand ça va commencer, mais au plus tard, 16h45, ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse. Passez une excellente soirée. Je vous dis à demain. Bonne farce tranquille. Vive la rigolade. Vive la France. Voilà. Les mots sont lâchés.